Amis de la mer, bonsoir. Je suis Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille, en charge de la mer et du littoral, de la biodiversité marine, du nautisme et tout un tas de choses. Euh, Marseille ne serait rien sans la mer Méditerranée. Marseille est née de la mer. Et Marseille est cette capitale côtière française, première ville côtière de France. Et c'est tout naturellement que nous sommes heureux d'accueillir le débat de la mer en débat, ici à Marseille. Je vais faire les traditionnels remerciements. Donc je remercie la Commission nationale du débat public, la CNDP, pour l'organisation. Je remercie bien sûr l'ensemble des intervenants et puis le public présent ce soir. Je remercie les services de l'État présents ce soir, donc la direction interrégionale de la mer, la préfecture maritime ainsi que la direction générale énergie et climat. Et enfin, je remercie aussi Étienne Balland, délégué régional de la CNDP, et Magali Martin, qui m'ont fait cette petite pompe pour n'oublier personne au remerciement. En fait, s'il manque quelqu'un, vous vous en prenez à eux. Je suis vraiment très heureux que ce débat puisse avoir lieu ici ce soir. Et je voudrais en profiter très rapidement pour vous éclairer sur le futur de la mer ici à Marseille. Nous sommes en train de créer, en partenariat avec l'État, avec le Conservatoire du Littoral, avec le Parc national des Calanques, la plus grande aire marine protégée des Bouches-du-Rhône. Nous envisageons de retrouver l'accès à la mer, de créer une culture de la mer, de préserver bien sûr les herbiers de Posidonie par des ancrages écologiques, de mener beaucoup d'opérations de sensibilisation autour de la richesse, mais aussi de la fragilité de la biodiversité. Nous avons le plus grand parc de récifs artificiels marins d'Europe. Nous sommes aujourd'hui engagés sur la préservation de cet espace de la Méditerranée avec la conscience des enjeux environnementaux du XXIe siècle. Je parle bien sûr du dérèglement climatique qui entraînera de fortes mutations de ce milieu-là, une plus grande érosion et des modifications de la biodiversité marine. Voilà pourquoi ce soir, je suis vraiment heureux que nous puissions en débattre et je laisse maintenant Étienne présenter ce qu'il a à présenter, notamment les ateliers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Manchon. Je vais donc présenter rapidement les raisons pour lesquelles on est là ce soir et puis également brièvement le déroulement de notre soirée, ou début de soirée plutôt. D'ailleurs, quand on parle d'une soirée, on commence ensuite par dire qu'à la fin, il y a un apéritif, parce que c'est là quand même l'information la plus importante. La fin se déroulera autour de 20h15, 20h30, si tout va bien. On espère que vous pourrez rester jusqu'au bout et poursuivre du coup les échanges autour d'un verre. Alors très concrètement, qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ce débat? La Commission nationale du débat public, elle n'est pas forcément très connue. C'est une autorité administrative indépendante. Donc nous sommes tous ici les membres de la commission neutres et indépendants. On ne prend le parti de personne. On ne donne pas nos avis sur le fond. Notre rôle, il est très simple, c'est de veiller au respect d'un droit que nous avons tous, que vous avez tous ici dans cette salle. C'est un droit individuel reconnu par la Constitution française. En gros, c'est assez simple. Vous avez le droit d'être informé et de participer à l'élaboration des décisions publiques dès lors qu'elles ont un impact potentiel sur l'environnement. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement dans la Constitution française. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est un principe démocratique. La démocratie, c'est pas seulement le vote, c'est pas seulement élire un élu, nous vous en déplaise, monsieur l'adjoint au maire, mais c'est aussi une obligation d'être consulté et un droit à pouvoir peser sur les décisions publiques. Alors, vous avez toute une série, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de ce que fait la CNDP. Si vous avez des questions, par contre, je serais ravi d'y répondre. Ce débat précisément, qui s'appelle la mer en débat, il est un peu particulier. Un débat public, c'est un petit peu une grosse machine qui doit servir et qui existe uniquement parce qu'il y a des décisions à prendre. D'accord ? En gros, il n'y a pas de débat s'il n'y a pas de décision qui suit. La décision à prendre, c'est les décisions de planification maritime. En gros, qu'est-ce qu'on veut pour la mer et les littoraux pour les années à venir, et en particulier à travers un document qu'on appelle le document stratégique de façade. Okay. Le DSF, il est possible que de temps en temps on oublie de développer et qu'on utilise cet acronyme ce soir, parce que le DSF, c'est ce document qui va accueillir toutes les décisions majeures politiques sur la mer et sur le littoral pour les 6 ans à venir. Il existe un DSF par façade dans la France métropolitaine. Donc vous voyez ici,
les 3 façades du côté ouest, occidental de la France, et nous, notre façade méditerranéenne. On est très fiers parce que grâce à la Corse, on ne va pas se mentir, on a la façade la plus longue, un peu plus de 2000 km de côte, et on doit organiser ce débat à l'échelle de cette façade. En même temps que nous faisons ces réunions sur la façade méditerranéenne, eh bien, d'autres comme nous, d'autres commissions s'occupent des mêmes documents sur les autres façades. Alors, ce soir, peut-être je vais quand même rester juste un tout petit instant sur ce point, pour redire quels sont les sujets du DSF au niveau global. Ce document stratégique de façade, il doit traiter de tout. Il y a 17 thématiques, si je me souviens bien, et en fait, tous les sujets de la mer et du littoral sont à l'intérieur de ce DSF. Donc c'est pour ça que c'est un document aussi important. On fait sa première révision. Il vaudra pour 6 ans. Tous les sujets sont dedans. L'éolien, la biodiversité, le trait de côte, la navigation, les énergies marines, encore j'en passe et les meilleurs, les ports, la plaisance, bref, tout ça c'est à l'intérieur du DSF. Ce soir, on a choisi forcément de pas tout traiter, ça n'aurait pas été possible, et on a choisi dans cette escale marseillaise en fait de traiter certains sujets. Qu'est-ce que c'est que cette escale? Je le dis en 2 mots, peut-être certains ont participé déjà à des événements depuis le début de la semaine, et la semaine dernière aussi, de cette escale de Marseille. En fait, on a fait plein de moments de débat. On a débattu sur des bateaux, on a débattu à terre, on a débattu dans des cafés. Demain soir, on débat au cinéma. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être déjà vues en ligne sur le site. Ce soir, c'est un peu le temps fort dans lequel on va se concentrer avec un maximum de diversité d'acteurs, et vous êtes nombreux et c'est une très bonne nouvelle, sur 4 thématiques particulières qui intéressent peut-être un petit peu plus Marseille. Néanmoins, ces thématiques, on en redébattra aussi ailleurs. Les escales, il va y en avoir 6 dans ce débat en Méditerranée. On est à la 2e, on était à Bastia il y a 15 jours. On sera à Montpellier, puis à Perpignan, puis à Ajaccio et enfin à Nice pour terminer au mois de mars. Donc ce débat il dure jusqu'au mois d'avril. Pour vous dire que ce soir, c'est un moment important. Et les 4 thématiques qu'on a choisies, c'est des thématiques qui nous ont semblé, après discussion avec un grand nombre d'acteurs marseillais, des thématiques importantes pour cette ville et ce bassin de vie. Je vais les présenter rapidement, et puis ensuite, c'est pour vous donner un peu le programme, mais vous êtes déjà inscrits, il me semble, au moins pour le premier temps de l'atelier, vous êtes inscrits sur chacune des thématiques. La mer peut-elle changer Marseille? Énergie marine et transition écologique. On parle beaucoup d'éolien dans ce débat. À un moment donné, est-ce qu'on peut parler plus globalement de transition énergétique? Et est-ce que la mer, oui ou non, est une ressource, un atout pour cette transition énergétique? Donc on ne parlera pas que d'éolien, on parlera d'éolien et d'autres choses. Dans l'atelier 2, on parlera des bateaux, de la navigation, et de la navigation notamment lorsqu'elle est dans la ville ou auprès de la ville. C'est un sujet qui est important pour Marseille, qui est fortement débattu à Marseille. Il y a le sujet des croisières, il y a le sujet de transport de passagers à travers les ferries, il y a le sujet de la navigation maritime aussi commerciale. Tout ça, Marseille est fortement concerné. Et donc, on en traitera aussi tout à l'heure. Ensuite, 3e sujet important pour la zone de Marseille et le bassin de vie de Marseille, c'est qu'on a, vous l'avez dit, Monsieur Manchon, des aires protégées. Certes, on a des hauts lieux de nature et de biodiversité, mais ils attirent beaucoup de monde. Aujourd'hui, comment on réfléchit à imaginer la gestion de ce tourisme extrêmement important, voire d'un surtourisme ou une surfréquentation du littoral? Et enfin, le point 4, c'est de s'interroger tous ensemble sur le rapport entre la terre et la mer. C'est notamment ça. Qu'est-ce qu'on fait à la mer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y envoie? Qu'est-ce qu'on y rejette? Dans quel état elle se trouve aujourd'hui? Et on aura des interventions aussi sur ces questions-là. Un dernier point, on a cette réunion ce soir. Demain soir, j'ai parlé du cinéma. Mardi prochain, il y a encore un débat au Zoumaï Café, un débat des sciences sur la question des zones de protection forte de biodiversité. Donc venez-y, mais vous pouvez aussi en ligne, et on vous y encourage, faire l'expérience du débat avec un outil très simple, un outil d'échange argumentaire. Alors vous échangez avec une machine, vous allez me dire c'est moins intéressant que d'échanger en réunion et de finir par un apéro. C'est vrai, mais néanmoins c'est très riche et ça vous permet de vous forger un avis en circulant finalement dans ce champ des arguments qui est celui du débat public. Voilà pour le débat. La soirée de ce soir va se dérouler de la façon suivante. On va maintenant écouter les services de l'État qui sont les ministères en fait, qui nous ont demandé, ils étaient obligés de le faire, hein, je vous le dis tout de suite, mais ils nous ont demandé quand même, très poliment, d'organiser un débat public sur le document stratégique de façade. D'accord ? Ils vont nous présenter, pour eux, ce qu'ils mettent sur la table, en quelque sorte, les sujets qu'ils souhaitent qu'on traite dans le débat public et avec quels entrants, quels objectifs ils peuvent porter dans ce débat public. Et ensuite, nous irons débattre directement dans ces ateliers sur chacun des thèmes. Pendant une petite heure d'abord, vous êtes inscrits, vous serez dans l'atelier, vous êtes inscrits pendant cette petite heure, vous aurez les intervenants. Et puis on fera, après, au bout d'une heure, on basculera, c'est-à-dire que
vous sortirez de la salle de l'atelier où vous étiez pendant 1 heure et vous irez travailler un autre thème. Vous irez dans une autre salle pour travailler un autre thème. De façon à ce que vous soyez venu ce soir et que vous ne fassiez pas seulement un thème sur les 4. Ça arrive que vous soyez intéressé par les 4, ça vous ne pourrez pas faire les 4, mais au moins vous puissiez en faire 2 et contribuer à sur 2 thématiques. J'espère que je suis clair. Après l'intervention de l'État, je pourrai répondre éventuellement à des questions sur l'organisation de la soirée. Tout ça nous mènera à ensuite une dernière réunion un peu en plénière comme ça dans la grande salle pour débriefer finalement et constater ensemble si on a fait avancer les choses ou pas. Je vais demander maintenant au service de l'État, s'il vous plaît, Madame Brichet, je pense, et Monsieur Autric, de bien vouloir venir et présenter finalement les intentions de l'État dans ce débat public. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marion Brichet, je travaille à la Direction interrégionale de la mer Méditerranée. Je suis l'adjointe à la chef de service de mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral. Et donc nous travaillons dans ce service sur le document stratégique de façade. Alors on vous a préparé quelques diapos pour expliquer un petit peu ce qu'est le document stratégique de façade, car on sait que c'est pas simple à expliquer. Alors tout simplement, c'est un document, c'est un peu notre feuille de route à l'échelle de la façade Méditerranée qui doit nous dire vers quel objectif on doit tendre en termes d'atteinte du bon état écologique et de conciliation des usages maritimes. Donc ce document stratégique de façade, il est en 2 volets. Un volet stratégique qu'on a validé en 2019 et un volet opérationnel qu'on a validé en 2022. Ce volet stratégique, il est ici. Il identifie différentes choses. D'abord, il fait un état des lieux. Où est-ce qu'on en est en termes de bon état écologique et où est-ce qu'on en est en termes d'activité maritime sur la façade. Il donne des objectifs à atteindre, aussi bien sur l'environnement que sur le socio-économique. On a aussi travaillé sur des cartes, donc sur des cartes de vocation, où on dit finalement dans quelle zone de la Méditerranée il vaut mieux privilégier telle activité ou telle activité et favoriser la protection de la biodiversité. Donc ce débat, il sert à 2 choses. Il sert de nous aider à mettre à jour ce volet 1 du document stratégique de façade. Et il y a un 2e volet sur la cartographie de l'éolien mer qui sera présenté ensuite par le directeur de projet éolien. Alors, la première diapo qu'on voulait vous présenter, c'est finalement ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de santé de la mer Méditerranée. On a choisi de voir cet état de santé par rapport à différentes thématiques. Ces thématiques, en fait, on ne les a pas choisies nous-mêmes, la France, c'est l'Europe qui nous les impose. Le document stratégique de façade est une déclinaison de la directive cadre de stratégie pour le milieu marin qui en fait propose de travailler sur différents compartiments de la biodiversité marine que vous avez là sous les yeux. Donc il y a par exemple les poissons, il y a aussi les cétacés, les oiseaux, les tortues, tous les habitats du petit fond côtier et différents aussi descripteurs liés aux pressions. Alors il y a différentes couleurs que vous voyez sur cette diapo. Vous voyez surtout du gris. Du gris, ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance pour pouvoir dire si on est bon ou on n'est pas bon par rapport à l'état de santé de ces différents compartiments. Pourquoi est-ce qu'on a encore du gris en 2022 sur la biodiversité marine? Parce que finalement, il nous faut acquérir encore plus de données pour pouvoir identifier et mesurer et évaluer l'état de santé de la biodiversité. Tout simplement parce que les études environnementales sur la biologie marine coûtent cher, c'est long, et donc on sait qu'il faut plusieurs années pour arriver à avoir toutes les informations pour pouvoir dire si on est bon ou pas bon. On a quand même des couleurs aussi rouges. Rouge, ça veut dire que là, on sait que l'état de santé n'est pas bon. Notamment si vous regardez tout à fait en haut à gauche les poissons et les céphalopodes. Donc là, on a essayé d'évaluer les différents stocks de poissons qui sont pêchés par la pêche professionnelle. On a une majorité de stocks aujourd'hui qui sont surexploités. Par contre, on a 2 espèces aujourd'hui qui sont en bon état de santé. Qui sont, effectivement, il y en a qui ont suivi, la sardine et le thon rouge. Si on regarde les cétacés, on voit aussi qu'on c'est plutôt encourageant parce qu'on a sur 7 espèces évaluées, on en a 4 qui sont en bon état de santé, d'après les critères qui nous ont permis d'évaluer cet état avec la DCSMM. Sur les oiseaux, on a aussi quelques espèces qui sont en bonne santé. Et si on regarde les petits fonds côtiers qu'on connaît très bien ici sur notre façade Méditerranée, et qu'on regarde en particulier la Posidonie, là on a deux couleurs qui s'allument. En Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, on est plutôt sur un état de santé qui est défavorable. On sait qu'il y a encore des pressions qui impactent les herbiers à tel point qu'on est encore dans un état de santé qui n'est pas bon. Par contre, en Corse, on sait que l'herbier de Posidonie est en meilleure santé parce qu'il y a moins de pression sur l'herbier en Corse. Si on regarde les autres habitats, on est plutôt dans le rouge, sauf pour quelques roches et récifs. Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'en termes d'eutrophisation, on est bon aussi bien sur le large que sur le côtier, mais l'eutrophisation n'est pas réellement un sujet à Méditerranée, donc c'est normal qu'on soit bon.
Et sur les déchets, par contre, si on regarde quelques exemples sur les déchets, sur ce qu'on sait mesurer, c'est que sur les déchets qu'on retrouve sur notre littoral et sur les déchets qu'on retrouve au fond de la mer, là, on est vraiment dans un état de santé qui est vraiment très dégradé, à tel point qu'on est 33 fois supérieur à ce que nous demande la DCSMM. Et la directive cadre de stratégie pour le milieu marin, pardon. Et ce qu'on retrouve principalement en termes de déchets, quand on regarde la qualité des déchets qu'on retrouve, c'est principalement du plastique. L'un des enjeux de ce débat public et de cette révision de la stratégie de façade, c'est notamment d'identifier les zones de protection fortes. Une zone de protection forte, je me permets de rappeler la définition, c'est un espace maritime dans lequel on va réglementer les usages pour que les enjeux écologiques qui se trouvent dans cet espace soient toujours en bonne santé, pour vous le dire simplement. Les zones de protection forte, aujourd'hui, on doit atteindre un chiffre qui est ici de 5%. C'est le président de la République qui nous a demandé en Méditerranée d'atteindre 5% de protection forte. Aujourd'hui, par rapport aux zones de protection forte qui existent, on est à 0,22%. Donc on a vraiment une marche très importante à franchir pour arriver aux 5% avant 2027. Et dans le cadre de ce débat public, la préfecture maritime qui pilote la politique de désignation des zones de protection forte propose en entrée débat une carte qui montre les principaux enjeux écologiques que l'on retrouve sur notre façade maritime. Alors il y a des enjeux écologiques qu'on retrouve au large, notamment au large du golfe du Lion et aussi au large de la Corse, mais il y a aussi des enjeux maritimes sur le proche côtier, sur les petits fonds côtiers, qui concernent plutôt la Posidonie et le coralligène. Donc on a besoin de vous pour nous aider à identifier 5% à partir de cette proposition d'entrée de débat, de carte d'entrée de débat. Ce qu'il y a aussi dans le DSF, c'est notre enjeu du DSF, c'est de pouvoir concilier les usages entre eux pour éviter les conflits d'usage. Et on sait que sur notre façade Méditerranée, on a beaucoup d'usages maritimes, notamment une concentration qui est très importante la saison estivale sur les petits fonds côtiers. Et là, vous voyez différentes activités qui se concentrent sur cette bande côtière. Donc, je vais en citer quelques-unes avec quelques chiffres qu'on a pu avoir grâce à l'évaluation qui a été faite. Déjà, trafic maritime. La façade Méditerranée représente 27% du trafic maritime en termes de marchandises. Et elle représente 80% du trafic de passagers. Donc, on est vraiment une façade où il y a une activité de croisière qui est très importante. Si on regarde la pêche, on a plusieurs types de pêche. On a une pêche chahutière, mais on a aussi une pêche petit métier. La pêche petit métier représente 80% de la flotte en Méditerranée. Ce sont des bateaux qui font moins de 12 mètres, qui pratiquent des arts qui sont plutôt dormants, filets, nasses ou encore palangres. Si on regarde d'autres activités plus récréatives comme la plaisance, on est l'une des façades où il y a le plus de bateaux de plaisance, ça vous le savez. On a presque 100 000 anneaux sur l'ensemble de la façade Méditerranée. Et la caractéristique de notre façade par rapport aux autres façades en France, c'est que nous avons une grande plaisance. On a de plus en plus de navires de plus de 24 mètres qui fréquentent nos littoraux, notamment dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, mais aussi en Corse, et qui peuvent avoir certains impacts qui sont en partie réglés sur la question de la Posidonie. En termes d'activités maritimes, on peut aussi citer des activités de loisirs, notamment la plongée sous-marine. C'est l'activité où il y a le plus de licenciés, et aussi la voile. Et ce qui se développe de plus en plus, c'est la pêche de loisirs, qui est aussi très présente sur notre littoral. Et pour terminer, sur ces différentes activités, on peut aussi parler de l'aquaculture, parce qu'on est quand même la façade avec le plus de production de pisciculture, c'est en Méditerranée. Et toutes ces activités sont vraiment, comme je le rappelais tout à l'heure, très concentrées sur un littoral qui est déjà très restreint, notamment en Provence-Alpes d'Azur ou sur l'ouest de la Corse. Donc on a besoin de pouvoir, nous, objectiver ces activités et les concilier les unes avec les autres et les concilier par rapport à la protection de la biodiversité marine. Et donc c'est dans le cadre de ce débat que nous avons besoin de vous pour nous orienter, pour mieux faire en termes de conciliation des usages. Je laisse maintenant la parole au directeur de projet éolien. 1, 2. Bonsoir à tous. Donc, je me présente Frédéric Autric, directeur de projet éolien flottant en Méditerranée. Je suis à la DREL Occitanie, mais j'opère sur l'ensemble de la façade dans cette mission transversale. Alors, en premier lieu, je voulais rappeler pourquoi est-ce que l'État souhaite développer l'éolien en mer. Donc, aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que le mix énergétique français actuel dépend à plus de 60% des énergies fossiles, en l'occurrence le gaz, le pétrole, dans une toute petite mesure le charbon, qui sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique. Et donc il y a urgence à sortir des énergies fossiles, et on a suivi tous ensemble l'actualité de la COP 2028. Pour ce faire, l'État a 2 axes et 4 leviers d'action. Le premier axe, c'est de réduire nos consommations d'énergie, de l'ordre de 30 à 40% d'ici à 2050, grâce à la fois à la sobriété, donc on a
tous été à l'œuvre l'hiver dernier. On a réussi collectivement à réduire de 12% notre consommation électrique notamment. Et puis le deuxième axe, deuxième levier d'action, pardon, c'est de améliorer notre efficacité énergétique. Donc ça passe par l'utilisation d'équipements plus performants ou alors d'utiliser des énergies qui ont un meilleur rendement. Mais le constat qu'on fait, c'est que cette baisse des consommations va s'accompagner d'une augmentation très significative de nos besoins en électricité. Donc vous pouvez voir sur la slide, au moins 30%, si ce n'est 40% d'ici à 2050. Et cette augmentation de la production d'électricité est nécessaire pour décarboner finalement nos territoires, ou ce qu'on appelle aussi électrifier nos usages. Si on change une voiture thermique pour une voiture électrique, si je change ma chaudière au fioul pour une pompe à chaleur électrique, eh bien j'ai besoin d'électricité. C'est pourquoi la France mise sur la relance du nucléaire pour faire face à ce besoin d'électricité à l'horizon 2050 et même avant, et évidemment aussi sur les énergies renouvelables, où on veut absolument accélérer, à la fois sur le terrestre et le maritime. Et l'éolien en mer, le maritime a toute sa place, puisque dans notre stratégie, il a vocation à pouvoir produire un quart de notre électricité d'ici à 2050. Alors pourquoi l'éolien en mer ? Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser cette source d'énergie. En premier lieu, c'est une énergie très productive, puisqu'on va pouvoir, grâce à l'éolien, aller chercher des vents qui sont plus forts et plus réguliers qu'on ne les trouve à la côte. C'est aussi une énergie avec un coût très compétitif, et on pourra y revenir dans ce débat, à faible intensité carbone, créatrice d'une filière industrielle, et puis qui est capable d'être développée assez vite, puisqu'en France, on estime qu'il faut entre 7 et 8 années avant de mettre en service un parc éolien, à partir du moment où il a été attribué à un développeur chargé de le réaliser. Donc je voulais, avec Pascal, vous présenter donc, de RTE rapidement quelle est l'ambition pour les grandes caractéristiques des parcs éoliens flottants en Méditerranée. Donc moi, je m'occuperai de vous présenter la partie parc et RTE la partie raccordement. En premier lieu, ce que je voulais vous dire, c'est que les parcs que l'on cherche à identifier dans cet exercice de planification sont des parcs d'une puissance qui seront bien supérieures à celles qui ont prévalu jusqu'ici en Méditerranée. Et je pense notamment aux deux parcs qui ont fait l'objet du débat public en 2021, pour lesquels j'étais déjà le porte-parole. Ici, il s'agit de trouver des parcs qui auraient une puissance unitaire de 1 gigawatt ou de 2 gigawatts. 1 gigawatt, ça veut dire environ une cinquantaine d'éoliennes. Et 1 gigawatt, on peut retenir que c'est environ la consommation résidentielle de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est globalement le nombre d'habitants de la région PACA. Donc on cherche des parcs de 1 à 2 gigawatts. Donc ces parcs, ils seront sous la technologie dite de l'éolien flottant. Donc l'éolien flottant, c'est une technologie qui est adaptée à des fonds qui dépassent les 50-70 mètres, ce qui est le cas du plateau continental en Méditerranée. Et donc rapidement, une éolienne flottante, c'est une éolienne qui est posée sur un flotteur. Ce flotteur est lui-même ancré au fond marin. Et comme vous le voyez sur cette slide, eh bien, ces éoliennes, elles produisent de l'énergie sous forme de courant alternatif. Et les éoliennes vont être reliées entre elles par des câbles électriques qui aboutiront au poste de raccordement de RTE. Donc je passe la parole à Pascal. Bonsoir à tous, je suis Pascal Martin, responsable de projet concertation à RTE, donc réseau transport électricité. Donc nous sommes basés à Marseille et nous couvrons la Méditerranée. Alors effectivement, en plus sur cette diapo, comme vous voyez, la partie raccordement occupe en fait la majeure partie de la diapo. Ça ne veut pas dire forcément que c'est l'ouvrage le plus conséquent par rapport au parc éolien, donc c'est peut-être un effet un peu de perspective du schéma. Mais tout ça pour bien vous montrer que effectivement, le parc éolien, après, il faut le raccorder au réseau existant. Et pour le raccorder, on a un certain nombre d'ouvrages qui sont représentés ici. Le premier, en fait, c'est marqué un hub de raccordement. En français, en fait, c'est un poste d'interconnexion. On vient regrouper les câbles qui viennent des éoliennes et on augmente la tension qui est issue des câbles qui viennent des éoliennes, pour derrière être efficace sur l'évacuation de l'énergie produite. Donc on aura un certain nombre de câbles qui viendront des éoliennes, on augmente la tension au niveau de ce poste électrique en mer que vous voyez ici. Je vais peut-être saisir comment ça fonctionne ce truc. Ok. Est-ce que je vais y arriver? C'est en tout cas c'est le petit bouton, merci. Donc ça c'est ce fameux hub. Les câbles vont venir des éoliennes, on se raccorde ici, on élève la puissance et ici avec donc une solution optimisée de câbles de plus de forte puissance, on va venir évacuer cette production jusqu'au réseau terrestre ici. Donc ce poste en mer, aujourd'hui la technologie pour ce niveau de puissance qui est disponible, c'est des postes qui sont posés au fond de l'eau, avec ce qu'on appelle ici un jacket.
peut-être qu'à partir de autour de 2040, nous disposerons de technologies, notamment ici des câbles, qui permettront d'envisager des postes flottants, comme les éoliennes, mais pour l'instant, cette techno n'est pas disponible. Donc, depuis ce poste en mer, on va avoir ces câbles de puissance, donc ils seront sous-marins, ils seront ensouillés sous le fond marin, et ensuite, ici, jusqu'à terre, et au niveau de l'atterrage, on a ici un ouvrage en fait technique qui s'appelle une chambre de jonction, où on va faire la connexion entre la technologie sous-marine et la technologie de câbles terrestres. Donc ensuite, on poursuit avec des câbles souterrains, toujours, en technologie terrestre, le tout en courant continu, jusqu'à ce qu'on appelle une station de conversion. Cette station va permettre de convertir le courant continu en courant alternatif, puisque le réseau électrique de la France, en fait, fonctionne en courant alternatif. Donc le choix du courant continu permet d'évacuer de très fortes puissances, donc ce qu'évoquait Frédéric Autric à l'instant, c'est-à-dire 1 à 2 gigawatts de puissance. Voilà. Donc, le temps nous est compté, je vais terminer, excusez-moi Monsieur Balland, juste pour vous rappeler donc l'ambition. Bon, aujourd'hui en France, on développe l'éolien en mer, on a plus de 10 gigawatts qui sont, j'allais dire, dans les cartons pour faire très simple. Et aujourd'hui, on va en fait changer de méthode et changer d'échelle. On change de méthode parce qu'il ne s'agit plus de faire un débat public projet par projet, mais bien un débat public de façade pour avoir une vision de moyen-long terme, puisqu'on va vouloir se projeter à 10 ans et se projeter à 2050. C'est également un changement d'échelle, puisqu'on va multiplier par 4 la puissance pour aboutir à 45 gigawatts d'ici à 2050, et puis un changement également d'échelle en termes de superficie, puisqu'on estime que ces parcs, à l'échelle nationale, pourraient occuper entre 1 à 2% de l'espace maritime. Donc pour ce débat public, l'État identifie un certain nombre de fourchettes de puissance qui ont été réparties au niveau de chacune des façades. Donc retenons, pour aller vite, qu'en Méditerranée, la cible à 2050, excusez-moi, à 2050, c'est entre 4 et 7,5 gigawatts, dont les parcs qui sont déjà dans les cartons. Les parcs qui sont dans les cartons, c'est 1,5 gigawatts. Donc on retient en ordre de grandeur qu'il va falloir ajouter entre 2,5 et 6 gigawatts supplémentaires. Donc si on prend des parcs de 1 gigawatt, ben ça veut dire trouver entre 2 et 6 nouveaux projets. Et puis un peu moins, évidemment, si les parcs sont plus puissants. Et je termine pour dire que l'État propose à l'entrée du débat des zones propices au développement de l'éolien en mer que vous pourrez retrouver sur le site, sur la page Atlas du débat. Et donc les attentes qu'on a, c'est que vous nous aidiez à identifier évidemment les parcs à l'horizon 2033 et 2050, que vous puissiez nous dire également quelle est votre vision et votre avis sur les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques de la façade, voire même sur les objectifs de développement qu'on vous présente ici. Et puis enfin, nous aider à identifier donc ces zones d'implantation des éoliennes et les raccordements terrestres pour RTE. Et j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Voilà, ça c'est vraiment, vous voyez, l'ensemble des sujets que l'État apporte au débat. Ce soir, on va donc se concentrer sur les 4 thématiques que j'ai évoquées. Est-ce qu'avant qu'on parte en atelier, des personnes peut-être n'auraient pas, ou se demanderaient ce qu'elles font là, peut-être tout simplement. Est-ce que vous avez tous compris pourquoi vous êtes là ce soir et à quoi ça sert ce débat public et sur quoi ça porte? Je ne vous demande pas de réintervenir sur le fond, hein, ça on va le faire en atelier. Est-ce qu'il y a des questions, demandes de clarification ou éventuellement demandes de clarification au service de l'État sur des informations qui ont été posées? Oui, monsieur, au fond. Bonsoir. Attendez juste le micro une seconde, parce que vous savez, on enregistre et tout ça. Et on vous demander de vous présenter à chaque fois, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, j'ai été présent à d'autres événements qui ont été organisés par Marseille Capitale de la Mer, dont notamment la sortie en bateau qui s'est déroulée hier. Je suis assez sensible aux aspects écologiques et environnementaux et je suis un Marseillais, donc assez fier aussi du paysage et du territoire marseillais et de sa préservation. Du coup, j'en ai notamment fait mes études. J'ai un Master 2 en QHSE avec une spécialisation en développement durable. Donc je suis assez soucieux de la préservation et de tout ce qui est énergie renouvelable pour essayer de trouver une alternative à tout ce qui est ressources fossiles, les hydrocarbures et toute autre forme d'énergie. Moi, la question que je me pose, c'est qu'en tant que citoyen et en tant que représentant d'entreprise, je fais également de la location de bateaux sur Marseille. Je propose également des excursions en mer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution et comment on pourrait s'instruire et se sensibiliser et sensibiliser tous les publics qui sont autour de nous? Où est-ce qu'on peut trouver les informations et comment on peut faire notre veille à notre échelle? Ok, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci pour votre question. Alors, du point de vue de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ces questions-là, très clairement, ce soir, on vous invite vraiment à faire des propositions dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas si on n'aura pas peut-être la réponse, je n'aurai peut-être pas ce soir toutes les réponses à cette question. Vous avez néanmoins pas mal d'acteurs aussi associatifs, je pense, ou économiques qui travaillent dans ce domaine et qui peuvent sans doute vous aider. Donc tout à l'heure, à l'apéro, vous pourrez aussi en discuter. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous portez là, il faut même aller encore plus loin pour faire des propositions concrètes sur comment ça pourrait se faire. La sensibilisation aux questions environnementales ou écologiques, je pense que dans le thème notamment 3 sur le tourisme, et le littoral, ce sera sans doute un sujet important. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Une question particulière, une clarification? Non, je vois personne. Bien, donc on va partir en atelier. Les choses sont assez simples. Vous avez un petit badge de couleur. C'est pas tout à fait high-tech, hein, c'est plutôt low-tech là ce soir. Donc petit badge, petite gommette, atelier 1, 2, 3 ou 4. Quand vous allez aller au fond du couloir, on va tous sortir progressivement, hein, pas tous d'un coup. Et au fond du couloir, l'atelier 1 se trouve à droite et le 4 complètement à gauche. Donc forcément le 2 et le 3 au milieu. Donc le 1 à droite, 2, ensuite 2, puis 3, puis 4 à l'extrême gauche là-bas. Ok? Voilà, vous pouvez y aller. Et les personnes qui vont à l'atelier 4, il faudra passer par le 3. Voilà, c'était trop simple.